Je n'ai jamais pensé que je raconterais mon histoire à qui que ce soit, que quelqu'un pourrait s'intéresser à ce que j'ai vécu. Mais on dit que chaque vie a de la valeur, que tout le monde a quelque chose à transmettre. Alors me voilà, à 73 ans, à vous raconter ce que j'ai vécu. Je suis née dans un petit village de province, de ceux avec une seule place, une seule église, et où tout le monde connaît tout le monde. Mon père travaillait au champ. Il partait avant le lever du soleil et ne rentrait qu'à la tombée de la nuit. C'était un homme de peu de mots, mais honnête jusqu'à la moelle. Ma mère s'occupait de la maison et de nous, les 6 enfants. On était pauvres, mais il y avait toujours à manger sur la table, même si ce n'était que du riz avec des lentilles. Notre maison était petite, avec un sol en terre battue au début. Plus tard, mon père a réussi à couler une dalle de ciment. Il n'y avait pas de toilette à l'intérieur. C'était une petite cabane au fond du jardin, et on avait peur d'y aller la nuit. On se lavait dans une bassine, avec de l'eau chauffée au feu de bois. On ne possédait pas grand-chose. Mais on ne savait pas qu'on était pauvre, car tout le monde vivait pareil. Je me souviens que l'on jouait avec ce qu'on avait. Des poupées en épis de maïs, des voitures en boîte de conserve, un ballon fait de vieilles chaussettes. Moi et mes sœurs, on adorait jouer à la dinette sous le vieux manguier. On faisait semblant que les feuilles étaient de l'argent et que les cailloux étaient de la nourriture. C'était une joie simple, mais vraie. Ma mère m'a appris à cuisiner très tôt. À 8 ans, je savais déjà faire du riz, comme il faut. À 10, je gardais mes petites frères, quand elles devaient sortir. Pas de confort comme aujourd'hui, où les enfants passent leur temps à jouer. On devait aider à la maison, c'était notre devoir. Je n'ai étudié que jusqu'au CM1. À l'époque, on disait qu'une fille n'avait pas besoin de beaucoup d'école, juste savoir lire, écrire, compter, et ensuite aider à la maison jusqu'à se marier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À 15 ans, j'ai commencé à fréquenter Julien. Il travaillait à l'épicerie du village et avait 22 ans. Fréquenter, à l'époque, ça voulait dire se tenir la main, parler sur le pas de la porte pendant que la mère surveillait depuis la fenêtre, et parfois un baiser volé. Julien était beau, toujours bien coiffé avec de la brillantine, une chemise repassée. Il parlait joliment et me promettait monts et merveilles. Mon père ne l'aimait pas trop. « Ce garçon parle trop », il disait. Mais moi, bête et amoureuse, je n'écoutais pas. On s'est mariés quand j'ai eu 17 ans. La fête était simple, dans la cour de la maison de mes parents. Ma robe était empruntée à ma cousine, arrangée par ma mère. On est allé vivre dans une petite pièce louée, à peine assez grande pour mettre un lit, un réchaud et une table. Mais j'étais heureuse. Je croyais que ma vie commençait. Les premiers mois, c'était comme un rêve. Julien était tendre, m'appelait ma fleur. Le dimanche, on allait à la messe, puis on se promenait sur la place et on mangeait une glace. Je me croyais la femme la plus chanceuse du monde. Mais la réalité a vite repris le dessus. Julien travaillait dur, mais il avait un problème avec l'alcool. Au début, il buvait seulement le week-end. Puis c'est devenu tous les jours. Et quand il buvait, il devenait agressif. D'abord c'était des cris, ensuite des bousculades, et puis les gifles sont venues. Je pleurais en cachette, je ne racontais rien à personne. À cette époque, une femme endurait en silence. « Le mariage, c'est comme ça », disait ma mère quand elle me voyait triste. La première année de mariage, je suis tombée enceinte.
une joie au milieu du malheur. Quand je l'ai annoncé à Julien, il a même arrêté de boire pendant un moment. Je me souviens de lui caressant mon ventre, disant qu'il aurait un garçon fort. Mais la joie a été de courte durée. Un jour, enceinte de 6 mois, j'ai chuté dans l'escalier en fuyant Julien, ivre. J'ai perdu mon bébé cette nuit-là. J'ai tant pleuré que je croyais me vider de l'intérieur. Après ça, Julien a empiré. Il buvait plus, frappait plus. Je n'avais même plus la force de pleurer. À 19 ans, j'en paraissais 60, tant j'étais usée. C'est alors que j'ai rencontré Madame Thérèse, une dame qui vendait des légumes au marché. Un jour, elle m'a vue avec un œil au beurre noir, en train d'acheter des tomates. Elle m'a tirée à l'écart. « Ma fille, aucun homme n'a le droit de te faire ça. » Ces mots m'ont transpercée. Personne ne m'avait jamais dit ça. Thérèse m'a proposé de travailler avec elle au marché. J'ai commencé en cachette, en mettant de côté chaque centime. Il m'a fallu 6 mois, mais j'ai réussi à économiser un peu. Un jour, quand Julien est parti travailler, j'ai pris mes quelques affaires et je suis partie. J'ai laissé un mot. Quand tu seras redevenu un homme droit, on pourra parler. Je suis allée vivre dans une petite pièce au fond de la maison de Thérèse. Elle m'a accueillie comme sa propre fille. Julien est venu crier devant la maison 3 fois, ivre. La dernière fois, Thérèse a pris un balai et lui a dit qu'elle appellerait la police. Il n'est jamais revenu. J'ai travaillé au marché pendant 5 ans. J'ai appris à marchander, à faire les comptes de tête, à connaître les produits. L'argent était peu, mais c'était le mien. Gagner honnêtement. J'ai pu m'acheter mes affaires, retrouver ma dignité. J'ai divorcé officiellement, ce que beaucoup dans le village ont jugé scandaleux. À cette époque, être une femme divorcée, c'était presque un gros mot. Thérèse m'a appris bien plus que la vente de légumes. Elle m'a appris à avoir de la valeur, à ne pas dépendre d'un homme pour vivre. Elle-même était veuve depuis des années et s'en sortait très bien seule. Un homme bien, c'est bien, elle disait, mais mieux vaut être seule que mal accompagnée. Peu à peu, je me suis reconstruite. Mon visage marqué a repris des couleurs. Mes cheveux, tombés à cause du stress, ont repoussé. J'ai recommencé à prendre soin de moi, à sourire. La vie était encore dure, mais au moins, c'était ma vie. C'est au marché que j'ai rencontré Robert. Il venait d'une ville voisine pour vendre ses fromages. Il était plus âgé que moi, d'environ 10 ans, veuf avec 2 grands-fils. On a commencé à discuter, d'abord de travail, puis de la vie. Il me traitait avec respect, il me faisait rire. Après 1 an d'amitié, il m'a invité à sortir. J'avais peur au début. Le fantôme de Julien me hantait encore. Mais Robert était différent, calme, patient. Notre premier rendez-vous fut un déjeuner, un dimanche. Simple. Il est venu me chercher chez Thérèse et m'a ramené avant la tombée du jour. Tout en respect. On est resté 2 ans à se fréquenter ainsi. J'avais 26 ans quand on s'est mariés. La cérémonie était petite, avec quelques amis proches. Thérèse, que je considérais déjà comme une mère, a pleuré tout le long. Je suis allée vivre avec Robert dans sa petite ferme, en périphérie du village. Il y avait une maisonnette simple mais chaleureuse, avec un jardin plein d'arbres fruitiers. Ses fils, Charles et Paul, venaient y nous voir le week-end. Au début, c'était difficile. Ils pleuraient encore leur mère et me voyaient qu'on est comme une intruse. Avec le temps, on s'est rapprochés. Je n'ai jamais voulu remplacer leur mère, juste être une amie. La vie avec Robert était paisible. Il partait tôt travailler.
Je m'occupais de la maison et du potager que j'avais planté. Le soir, quand il rentrait, on s'asseyait sur la terrasse pour boire un café et discuter. Le soir, on écoutait la radio ensemble. Le week-end, on allait au marché vendre ses fromages et mes légumes. Robert était un bon mari, travailleur, attentionné, respectueux, tout l'opposé de Julien. Il ne m'a jamais crié dessus. Il n'est jamais rentré ivre. Il me traitait comme une personne. Tu vois? Comme quelqu'un qui a de la valeur. On n'a jamais réussi à avoir d'enfant. On a essayé, mais au fond, je crois que j'avais peur après avoir perdu ce bébé. Mon corps ne se détendait pas. Robert comprenait. Il ne m'a jamais fait de reproches. J'ai déjà mes garçons, disait-il, et j'ai toi, qui est mon plus grand trésor. Ce furent des années heureuses. Je ne vais pas dire que tout était parfait, qu'on ne se disputait jamais. Bien sûr que si, comme tous les couples. Mais c'étaient des disputes saines, qui finissaient en discussion, pas en coups. Robert m'a appris que le véritable amour, c'est le respect. Mais la vie est étrange. 3 ans après notre mariage, il a commencé à ressentir de fortes douleurs à l'estomac. Il est allé voir le médecin du coin, qui l'a envoyé faire des examens à Lyon. C'était un cancer de l'estomac, déjà généralisé. 6 mois plus tard, Robert nous quittait. Les derniers jours ont été les plus durs. Voir cet homme fort s'éteindre, souffrir, sans que je puisse rien faire. Je suis restée à ses côtés jour et nuit, à lui donner ses médicaments, à changer ses draps, à prier pour que la douleur cesse enfin. Quand il a fermé les yeux pour la dernière fois, j'ai ressenti un mélange de peine et de soulagement. La douleur de perdre l'amour de ma vie et le soulagement de savoir qu'il ne souffrait plus. Veuve à 29 ans, je me suis retrouvée seule une fois de plus. La petite ferme qu'on habitait était en location. Alors j'ai dû partir. Les fils de Robert m'ont aidé un temps, puis ont repris leur chemin. Je suis retournée vivre chez Madame Thérèse et retravailler au marché. Ce fut une période de tristesse, mais pas de désespoir, comme la première fois. J'avais appris que je pouvais vivre seule, que j'avais de la force. Dans les jours les plus durs, quand Robert me manquait trop, Thérèse me faisait une tisane de camomille et restait avec moi sur la terrasse, à regarder les étoiles. Pas besoin de parler. Sa présence suffisait. La vie a continué. La ville a grandi. La télévision est arrivée. Puis les routes goudronnées. Le marché, lui, a commencé à décliner. Un grand supermarché avait ouvert à l'entrée de la ville et beaucoup de clients sont partis. Thérèse est tombée malade. Des problèmes de cœur. J'ai dû m'occuper d'elle, comme elle s'était occupée de moi. À cette époque, j'ai aussi commencé à faire des ménages dans les maisons des familles aisées de la ville. Ce n'était pas un travail que j'aimais, mais il payait les factures. Et j'ai appris à trouver de la joie dans les petites victoires. Un sol qui brille après avoir été ciré, une vitre sans trace, un compliment de la patronne. Les années ont passé, et sans m'en rendre compte, j'avais 35 ans. Je n'étais plus jeune, mais pas encore vieille. C'est entre deux où les gens cessent de vous demander « Alors, c'est pour quand le mariage ?» et commencent à vous demander « Tu comptes rester seule toute ta vie ?» Quand Thérèse est décédée, à 82 ans, j'ai hérité de sa petite maison. Un cadeau auquel je ne m'attendais pas. « Tu es la fille que je n'ai jamais eue », disait le papier qu'elle avait laissé. J'ai pleuré plusieurs jours, mais je savais que je devais continuer. La maison avait besoin de réparation. Le toit fuyait,
L'évier de la cuisine se bouchait tout le temps. J'ai fait les travaux petit à petit, avec l'argent de mes ménages. J'ai changé les tuiles, repeint les murs, planté des fleurs dans le jardin. Chaque amélioration était une petite victoire. Avec une maison à moi, j'ai pu mieux m'organiser. Le marché ne rapportait plus assez. Alors j'ai commencé à faire des gâteaux et du pain à vendre. J'avais appris avec Thérèse, qui était une excellente cuisinière. Très vite, mes pains sont devenus célèbres dans le quartier. J'ai installé une petite table devant la maison, avec une jolie nappe, et je vendais tout ce que je préparais. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine. Il passait chaque jour acheter du pain pour sa mère, une vieille dame qui habitait au bout de la rue. C'était un homme discret, peu bavard. Il travaillait comme jardinier chez les bourgeois de la ville. Ses mains étaient calleuses, son visage buriné par le soleil. Antoine était timide, de ceux qui n'osent pas vous regarder dans les yeux quand il parle. Au début, il achetait juste son pain et s'en allait. Puis, petit à petit, il a commencé à faire des remarques simples. « Le pain est beau aujourd'hui. Il fait chaud, n'est-ce pas ?» Des banalités, mais qui brisaient la glace. On a commencé à discuter un peu chaque jour. Il me demandait comment j'allais, je lui demandais des nouvelles de sa mère. Et puis, un jour, il est venu me voir, les yeux pleins de larmes. Sa mère venait de mourir. Je lui ai proposé un café, une oreille. Il s'est assis à ma table et s'est confié. Ce jour-là, j'ai découvert le vrai Antoine. Un homme sensible, qui avait veillé sur sa mère malade pendant des années, sans jamais se plaindre. Un homme qui aimait les plantes, connaissait le nom de toutes les fleurs, qui rêvait, un jour, d'avoir son propre terrain et de vivre de la terre. Peu à peu, Antoine est devenu plus qu'un client. C'était un ami. Il venait prendre le café le dimanche, m'aidait quand j'avais besoin de réparer quelque chose à la maison. Moi, à 38 ans, je ne pensais plus à l'amour. Je croyais que cette partie de ma vie était finie. Mais le cœur est imprévisible. Un soir, après m'avoir aidé à changer une ampoule, Antoine m'a pris la main et m'a dit « Je crois que je t'aime plus que je ne devrais ». C'était la plus belle déclaration que j'ai jamais reçue. Justement parce qu'elle était simple, sincère. J'étais gênée. Je ne savais pas quoi dire. Antoine, voyant mon trouble, a ajouté « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je voulais juste que tu le saches. » Et il est parti, me laissant là, au milieu de la pièce, le cœur battant. J'ai passé la nuit à réfléchir. Est-ce que j'étais prête pour une nouvelle histoire? Est-ce que ce ne serait pas mieux de rester seule, libre? Antoine semblait bon, mais Julien aussi, au début. Et s'il me faisait du mal, lui aussi? Le lendemain, Antoine est revenu acheter son pain comme d'habitude. Il s'est comporté normalement, comme si rien ne s'était passé. Et ça m'a donné confiance. Un homme qui respecte votre temps, ça vaut la peine d'être connu. On a commencé à sortir ensemble doucement, tranquillement. J'avais encore mes blessures. Lui aussi. Antoine ne s'était jamais marié. Il avait passé sa vie à s'occuper de sa mère malade. C'était un homme bon, mais qui n'avait jamais eu l'occasion de vivre sa propre vie. Notre relation a avancé à notre rythme. Il venait me voir 3 fois par semaine. On discutait, on écoutait la radio, on allait parfois se promener sur la place. Quand l'air s'est rafraîchi, il a commencé à m'apporter des bouquets de fleurs du jardin où il travaillait. « Le patron me laisse prendre celles qui restent », il expliquait. Après 1 an de relation, Antoine m'a demandé en mariage. Ce n'était rien d'extraordinaire, pas comme dans les films.
On était assis sur la terrasse, regardant la pluie tomber, quand il m'a dit « Tu veux m'épouser? Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais je promets de prendre soin de toi. » J'ai dit oui, tout de suite. Pas parce que j'étais désespérée d'avoir un mari, mais parce que je savais qu'Antoine était un homme bon, quelqu'un qui me respectait, qui me traitait d'égal à égal. Et ça, après tout ce que j'avais vécu, valait plus que l'or. On s'est mariés quand j'avais 40 ans, et lui 45. Une cérémonie toute simple, à la mairie, avec quelques amis. Pas besoin de grandes fêtes, juste la certitude de savoir l'un l'autre. Il est venu habiter chez moi, enfin chez nous. La vie avec Antoine était tranquille. Pas de grands frissons, mais une paix précieuse. Il partait tôt pour travailler, rentrait en fin d'après-midi. Je m'occupais de la maison, faisais mes pains et mes gâteaux à vendre. Le week-end, on s'occupait du jardin ensemble, ou bien on allait voir des amis. De temps en temps, on allait rendre visite à son neveu dans la ville d'à côté. Ce n'était pas une vie de luxe, mais c'était une belle vie. On avait ce qu'il fallait. Et surtout, on avait la paix. Après tant de tempêtes dans ma vie, cette accalmie était une bénédiction. On a vécu ensemble pendant 12 ans. 12 années paisibles, de véritable compagnie. Antoine n'était pas un homme à grands discours ni gestes romantiques, mais il était attentionné. Il était là. Il ne m'a jamais crié dessus. Il ne m'a jamais fait sentir moins que lui, parce que j'étais une femme. Notre routine était simple, comme celle de tant d'autres couples. On prenait le petit déjeuner ensemble le matin, puis il partait au travail, pendant que je m'occupais de la maison. Le soir, on dînait en regardant le journal télévisé, sur la télé qu'on avait enfin pu s'acheter. Le week-end, on allait à la messe, puis on se promenait sur la place. De temps à autre, on recevait la visite d'un parent ou d'un ami. Mais peu à peu, Antoine a commencé à avoir des problèmes de santé. D'abord, c'était l'hypertension, que le médecin disait liée à l'âge. Ensuite, des douleurs au dos, à force de se pencher dans les jardins. Il a dû ralentir, prendre moins de contrats. Un jour, en taillant un arbre, il a eu un vertige et est tombé de l'échelle. Ce n'était pas très haut, mais à presque 60 ans, c'était suffisant pour se blesser. Je l'ai emmené aux urgences. En plus des contusions, les médecins ont découvert qu'il avait fait un petit AVC. Il est resté hospitalisé 1 semaine. Quand il est rentré à la maison, il n'était plus le même. Son côté gauche avait perdu un peu de mobilité. Il essayait de faire bonne figure, disait qu'il allait mieux. Mais je voyais bien que ce n'était pas vrai. Son employeur, voyant son état, lui a proposé une retraite anticipée. Ce n'était pas grand-chose, mais avec ce que je gagnais avec mes pains et mes gâteaux, on arrivait à vivre. Antoine était triste de ne plus pouvoir travailler comme avant. Pour l'occuper, j'ai agrandi le jardin, pour qu'il puisse continuer à s'occuper de ses plantes sans sortir. Notre bonheur s'est arrêté brutalement quand, 6 mois plus tard, il a fait un AVC plus sévère. Cette fois, il ne pouvait plus marcher. Il était cloué au lit. Je me suis occupée de lui avec tout l'amour que j'avais. Comme un jour, Thérèse s'était occupée de moi. Les nuits étaient les plus dures. Il avait du mal à respirer, à avaler. Je restais éveillée, à lui tenir la main, à prier. Ce second AVC, plus violent, m'a arraché mon Antoine, après 3 mois de souffrance. Il est parti dans son sommeil, la main dans la mienne. Un adieu silencieux, comme lui. Silencieux, mais digne. Veuve pour la 2e fois, à 52 ans, je me retrouvais dans un monde que je ne reconnaissais plus.
La ville avait tellement changé. Il y avait désormais un centre commercial, des immeubles. Les jeunes ne s'arrêtaient plus pour discuter, toujours pressés. Mon pain ne se vendait plus comme avant, avec toutes les grandes boulangeries autour. Je me suis sentie perdue, un peu inutile. La solitude était devenue une compagne silencieuse. Dans les jours les plus tristes, je regardais les photos de Robert et d'Antoine, et je leur parlais, comme s'ils pouvaient y m'entendre. « Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» je leur demandais. Le silence était la seule réponse. C'est dans la file d'attente du centre de santé que j'ai rencontré Laurence. Elle aussi était veuve, d'à peu près mon âge. On a commencé à discuter des médicaments pour la tension, du temps d'attente interminable. Et en sortant, on était déjà amis. Laurence était différente de moi. Elle avait fait plus d'études, parlait parfois avec des mots que je ne comprenais pas. Mais elle ne se croyait pas supérieure. Et comme moi, elle connaissait bien la douleur de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est elle qui m'a invitée à rejoindre un groupe de retraités qui se réunissait dans la salle paroissiale de l'église. J'y suis allée avec hésitation au début. J'avais peur de ne pas être à ma place. Mais je me suis vite sentie chez moi. C'étaient des femmes comme moi, avec des histoires pas si différentes. On faisait de l'artisanat, on jouait au bingo, on échangeait des recettes. Ce groupe m'a redonné une énergie que je croyais perdue. Pour la première fois depuis des années, j'ai appris à faire du crochet, à jouer au domino. J'ai recommencé à m'apprêter pour sortir, à m'occuper de mon apparence. Laurence me disait souvent « Tu es jolie aujourd'hui ». Et ça me faisait du bien. À cette époque-là, ma maison a commencé à avoir des soucis. Le toit fuyait de nouveau, les murs étaient couverts de moisissures. Toute seule, c'était dur de tout entretenir. Mon argent ne suffisait que pour l'essentiel, pas pour des rénovations. C'est alors que Laurence a eu une idée. « Pourquoi tu ne louerais pas une chambre ? Ta maison est trop grande pour toi seule. » Au début, l'idée me faisait peur. Ouvrir ma maison à une inconnue. Et si c'était dangereux? Mais j'ai laissé mûrir l'idée. J'ai mis une annonce à l'église et à l'épicerie du quartier. Très vite, une femme s'est montrée intéressée. Elle s'appelait Claire, une institutrice à la retraite qui venait d'emménager pour se rapprocher de sa fille. Elle avait l'air sérieuse, respectueuse. On a discuté et trouvé un accord qui convenait à toutes les deux. Claire a emménagé le mois suivant. C'était une femme calme, organisée. Au début, on se croisait à peine à la maison. Elle partait tôt voir sa fille, rentrait tard. Moi aussi, j'étais souvent dehors, entre le groupe de retraités et mes petits ménages à droite à gauche. Mais petit à petit, on s'est apprivoisé. On a découvert des points communs, les vieilles séries télé, les chansons d'autrefois, le café bien fort. On a commencé à prendre le café ensemble le matin, avant de sortir, et parfois le soir aussi, avant d'aller se coucher. C'est dans notre groupe de retraités que j'ai vraiment découvert Claire. Tout le monde l'appelait comme ça, même si son vrai prénom était Apolline Claire. Elle animait les ateliers de crochet. Elle avait des mains incroyablement habiles. Très vite, nous sommes devenus inséparables. Claire était différente de toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ma vie. Elle avait beaucoup voyagé, connaissait d'autres pays. Elle était veuve depuis plus longtemps que moi et avait appris à être heureuse seule. On peut très bien vivre sans homme, tu sais. Elle me le disait souvent. Au début, je trouvais ça étrange.
J'avais grandi avec l'idée qu'une femme n'est complète que si elle a un mari. Mais Claire m'a montré une autre façon de voir la vie. Elle était professeure d'histoire à la retraite et racontait des histoires comme personne. Elle parlait de rois et de reines, de guerres, de révolutions, de pays que je n'avais vus qu'à la télé. Quand elle parlait, ses yeux brillaient et j'étais fascinée. On faisait tout ensemble, les réunions du groupe, la messe du dimanche, les promenades au nouveau parc municipal, les après-midi chaudes. On s'asseyait sur ma terrasse, buvait du thé glacé et on se racontait des souvenirs. Claire adorait entendre mes récits, mes maris, mes blessures, mes moments durs. Elle ne jugeait jamais. Elle écoutait. Parfois, elle me prenait la main quand ça devenait trop triste. Et moi, j'aimais entendre ses aventures, les endroits qu'elle avait visités. Avec elle, j'ai appris à voir le monde autrement. Elle me prêtait des livres, me montrait des photos de ses voyages, m'apprenait de nouveaux mots. Moi, qui n'avais presque pas étudié, je me surprenais à vouloir apprendre, à vouloir découvrir. Peu à peu, j'ai compris que mon lien avec Claire n'était pas comme les autres amitiés que j'avais eues dans ma vie. Je comptais les heures avant de la revoir. J'avais le ventre qui papillonnait quand elle me faisait un compliment. Tout ce qu'elle disait me faisait rire. Je ne comprenais pas bien ce que je ressentais, mais je savais que c'était spécial. Le jour de mes 60 ans, Claire m'a organisé une fête surprise. Elle avait invité toutes les amies du groupe, fait un gâteau magnifique. C'était le plus bel anniversaire de ma vie. Ce soir-là, quand tout le monde est parti et qu'on rangeait la maison à deux, Claire m'a prise dans ses bras, mais différemment, un long câlin, de ceux qu'on ne veut jamais voir finir. J'ai des sentiments pour toi que je n'ai jamais ressentis pour personne. Elle a dit doucement. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais jamais pensé à elle comme ça. Je n'avais jamais pensé à aucune femme comme ça. Dans mon éducation, c'était mal. Un péché même. Claire a senti mon malaise et s'est éloignée. Pardon, je ne voulais pas te faire peur. On peut rester amis, si tu préfères, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, sans pouvoir répondre. Les semaines suivantes, j'étais perdue. J'ai évité Claire. Je lui disais que j'étais occupée quand elle appelait. Mais elle me manquait. Nos discussions me manquaient. Son rire, ses moqueries gentilles sur mes blagues idiotes. Et surtout cette sensation d'être moi-même à ses côtés. Mon éducation me criait que c'était mal, qu'une femme devait aimer un homme, point final, que tout le reste, c'était un péché, une maladie. Mais mon cœur disait autre chose. Il disait que ce que je ressentais pour Claire, quoi que ce fût, c'était beau, c'était pur. Un soir, assise seule sur ma terrasse, regardant la chaise vide où elle s'asseyait d'habitude, j'ai compris que j'avais été injuste, avec elle et avec moi-même. Claire était une femme merveilleuse, qui n'avait fait qu'être honnête avec ses sentiments. Qu'y avait-il de mal à cela? J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Je lui ai demandé si elle pouvait venir à la maison pour qu'on parle. Quand elle est arrivée, elle était sérieuse, les yeux tristes. On a préparé notre thé habituel, mais le silence était lourd. « Pardonne-moi d'avoir disparu », ai-je dit en baissant la tête. J'étais perdue après ce que tu m'as dit. Je comprends, je n'aurais peut-être pas dû en parler, a-t-elle répondu. Si, tu as bien fait. C'est juste que je n'avais jamais pensé à ça. Pas comme ça. Dans mon éducation, ça n'existait même pas. On a parlé tout l'après-midi. De nos peurs, de nos éducations, du monde qui changeait.
de combien il était difficile, dans notre petite ville, de penser autrement que ce qu'on nous avait appris toute notre vie. Claire m'a confié qu'elle avait toujours su qu'elle aimait les femmes, depuis qu'elle était jeune. Mais elle s'était mariée avec un homme, parce que c'était ce qu'on attendait d'elle. Un mariage sans amour, sans joie véritable. Quand il est mort, elle s'était jurée de vivre libre, à sa manière. « Je ne veux rien t'imposer », elle m'a dit. « Je veux juste que tu saches que ce que je ressens pour toi est sincère. Ce n'est ni sale, ni honteux. C'est juste de l'amour. » Ces mots ont tourné dans ma tête pendant des jours. De l'amour. Était-ce vraiment cela? Pouvait-on aimer une femme après avoir aimé des hommes toute sa vie? Je ne lui ai rien promis ce jour-là, et elle ne m'a rien demandé. On a juste convenu de rester amis, sans pression. Alors c'est ce qu'on a fait. On a repris nos habitudes, nos thés, nos promenades, nos discussions. Mais quelque chose avait changé. Je faisais plus attention à elle, à la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait de ce qu'elle aimait, au frôlement de sa main quand elle me montrait un nouveau point de crochet. Peu à peu, j'ai compris que ce que je ressentais pour Claire n'était pas comme ce que j'avais ressenti pour Julien, pour Robert ou Antoine. Ce n'était ni mieux ni moins bien. C'était juste différent, mais tout aussi vrai. Un soir, en regardant le coucher du soleil sur ma terrasse, j'ai pris sa main. Geste simple, mais qui disait tout. Claire a serré la mienne, les larmes aux yeux. « Tu es sûre ?» m'a-t-elle demandé. « J'ai peur, » ai-je avoué, mais j'ai envie d'essayer. Notre relation a grandi lentement, dans le respect. Au début, on n'en parlait à personne. C'était notre secret. On n'avait pas besoin d'étiquette, ni d'explication. On était juste deux personnes qui s'aimaient et qui voulaient être ensemble. Découvrir cet amour à plus de 60 ans, c'était comme recommencer à vivre. Claire me faisait découvrir un monde que je ne connaissais pas. Des lieux nouveaux, des musiques, des livres, des plats. Avec elle, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour apprendre, pour aimer. Mais tout n'était pas rose. Beaucoup de gens ne comprenaient pas, ou faisaient semblant. Certaines femmes du groupe de retraités ont pris leur distance. D'autres posaient des questions indiscrètes. La boulangère, qui avait toujours été gentille, est devenue froide. Ça faisait mal. Je ne vais pas mentir. Mais à chaque regard de travers, chaque commentaire blessant, je regardais Claire. Je pensais à la paix qu'elle m'apportait, à ce bien-être que je ressentais avec elle. Et je me disais que ça valait plus que l'approbation des autres. L'un des plus grands défis a été ma foi. J'avais grandi dans l'église. J'avais toujours cru en Dieu. Était-ce un péché? Est-ce qu'il allait me condamner? J'en ai parlé à Claire, qui croyait autant que moi. Je crois que Dieu est plus grand que les règles que les hommes ont inventées. Elle me disait, et s'il est amour, comment pourrait-il condamner l'amour? Ça avait du sens, mais le doute restait. Jusqu'au jour où, à la messe du dimanche, le nouveau prêtre, un jeune venu de la ville, a prêché sur l'amour et l'accueil, sur comment Jésus accueillait tout le monde, sans exception. Ce jour-là, je suis sortie de l'église plus légère. Il a aussi fallu que j'apprenne à gérer la jalousie, sentiment que je croyais enterré, avec la jeunesse. Claire était sociable. Elle avait beaucoup d'amis, hommes et femmes. Quand je la voyais rire avec quelqu'un d'autre, j'avais une pointe dans le cœur. Et si elle me quittait pour quelqu'un de plus cultivé, de plus jeune?
Elle le devinait et riait. « Mais enfin, tu es bête! Tu ne vois pas que je n'ai Dieu que pour toi ?» Et elle m'embrassait sur le front, devant tout le monde, sans se cacher. Ça me donnait du courage. Si elle n'avait pas peur de montrer ce qu'elle ressentait, pourquoi moi j'en aurais? Avec le temps, les gens ont fini par s'y habituer. Certaines sont même venues s'excuser de s'être éloignées. On ne comprend pas tout, mais vous avez l'air heureuse, et c'est ce qui compte, elle disait. Un jour, Laurence, celle-là même qui avait d'abord fait la grimace, nous a invités à dîner chez elle. Ce geste de reconnaissance m'a beaucoup touchée. Après cela, d'autres se sont rapprochées à nouveau. Pas toutes, bien sûr. Certaines ne nous ont jamais acceptées. Mais c'était un début. Claire a emménagé chez moi quand j'avais 64 ans, et elle 67. On a rassemblé nos affaires, nos vies. Elle m'a appris à voyager, à voir au-delà de ma petite ville. Avec nos retraites, on a fait de petites escapades, rien de luxueux. Lourdes, La Rochelle, les thermes de Bagnoles de l'Orne. Pour moi, qui n'avais jamais quitté la région, c'était des aventures. À chaque voyage, une découverte. Claire connaissait toujours l'histoire des lieux. Elle me racontait tout dans les moindres détails. Mais le plus doux, c'était de partager une chambre avec elle, comme deux filles en voyage scolaire. On dormait main dans la main, à parler jusque tard. Parfois, je me réveillais dans la nuit juste pour la regarder dormir, et je remerciais Dieu de l'avoir mise sur mon chemin. La vie avec Claire était paisible. Bien sûr, on se disputait parfois, comme tous les couples. Elle était têtue, moi aussi. Mais à la fin de la journée, on se réconciliait toujours. On ne va pas dormir fâché, c'était notre règle. Une des choses que j'aimais le plus chez elle, c'était sa manière de m'encourager à apprendre. Un jour, je lui ai confié que j'aurais aimé finir mes études. Elle m'a tout de suite aidée à chercher des cours pour adultes. J'ai repris l'école à 65 ans. Ce n'était pas facile, je l'avoue. Ma vue baissait. Ma mémoire me jouait des tours. Mais Claire m'aidait pour les devoirs. Elle m'expliquait, me soutenait, me portait. Je suis allée jusqu'au brevet à 67 ans. Claire m'a fait une petite fête, avec gâteau et tout. Elle m'a prise en photo avec mon diplôme. Elle m'avait fait mettre une belle robe. « Je suis tellement fière de toi !» elle me disait. Et moi, je me sentais la femme la plus heureuse du monde. Jamais je n'aurais cru qu'à 65 ans, je vivrais un tel amour. On pense que cette partie de la vie est finie, qu'il ne reste qu'à attendre. Mais la vie m'a appris que tant qu'on est vivant, il y a de l'amour possible, il y a du bonheur. Nos après-midi sur la terrasse ont continué, avec plus d'histoires à raconter. Le crochet est devenu une petite source de revenus. On faisait des pièces pour les marchés artisanaux de la place. Claire était plus douée que moi, mais j'apprenais vite. Quand nous avons fêté nos 5 ans ensemble, on a organisé une petite célébration. Juste nous deux. Un gâteau que j'avais fait moi-même, une bouteille de vin pas chère, et un toast à la vie. À cet amour arrivé tard, mais encore à temps. « Tu regrettes quelque chose ?» m'a demandé Claire ce soir-là. J'ai réfléchi un instant avant de répondre. J'ai pensé à Julien et aux années de souffrance, à Robert et au peu de temps qu'on a eu ensemble, à Antoine et à notre vie simple, puis à Claire, cet amour que je n'attendais plus. Non, ai-je répondu sincèrement. Chaque chose que j'ai vécue m'a menée jusqu'ici, jusqu'à toi. On rêvait de vieillir ensemble.
On parlait d'acheter une petite maison, plus facile à entretenir. Je voulais enfin voir la mer que Claire avait déjà vue. Mais pas moi. On pensait adopter un petit chien. Au début, c'était juste des oublis. C'est Lunette, le prénom d'une voisine. Je pensais que c'était l'âge. Mais ça a empiré. Un jour, elle est sortie acheter du pain et n'a pas su rentrer. Une voisine l'a trouvée assise sur un trottoir, en larmes, sans savoir où elle habitait. Je l'ai emmenée chez un médecin, un vieux monsieur, cheveux blancs, regard doux. Après des examens, il nous a appelés pour donner le diagnostic. Madame Claire est atteinte de la maladie d'Alzheimer, a-t-il dit calmement. C'est une maladie qui affecte la mémoire, le raisonnement, le comportement. Il n'existe pas de guérison, mais certains traitements peuvent ralentir les symptômes. On est sorti du cabinet main dans la main, en silence. Sur le chemin du retour, Claire s'est arrêtée, m'a regardé droit dans les yeux. Je ne veux pas être un poids pour toi. Si ça devient trop dur, promets-moi que tu me placeras dans un endroit où on pourra bien s'occuper de moi. Même pas en rêve, ai-je répondu. Je m'occuperai de toi jusqu'au bout, comme tu l'as fait pour moi. Au début, j'ai voulu tout gérer seule. Je lui donnais ses médicaments à l'heure, je cuisinais des plats sains, je l'emmenais marcher pour stimuler son cerveau. Les bons jours. Elle était encore Claire. Elle souriait, m'appelait « mon amour », racontait ses souvenirs. Mais les mauvais jours sont devenus plus nombreux. Elle se réveillait en pleine nuit, croyant qu'elle devait partir enseigner. Parfois, elle ne me reconnaissait pas, m'appelait par un autre nom. Elle oubliait de manger, de se laver. Un jour, elle a laissé le gaz allumé en allant dans le jardin. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Le plus dur, ce n'était pas le travail physique. C'était de voir cette femme brillante, curieuse, s'éteindre lentement. Ses yeux perdus, son esprit confus. C'était comme la perdre un peu chaque jour. J'ai essayé de demander de l'aide à des amis, à sa fille, qui venait de temps en temps. Mais ça ne suffisait plus. Claire avait besoin d'une présence constante. Je ne dormais presque plus, toujours à l'affût. Peur qu'elle sorte ou tombe. Un soir, après une journée entière sans me reconnaître, Claire a eu un instant de lucidité. Elle était assise sur le lit et m'a regardé ranger la chambre. « Tu es épuisée », elle a dit doucement. « Mais non, ça va. Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. » J'ai menti. « Ne me mens pas. » Elle a insisté. « Je vois tes yeux, tes cernes. Tu dois me placer dans un endroit où on saura bien s'occuper de moi. » J'ai pleuré toute la nuit. Rien que l'idée de me débarrasser d'elle me semblait une trahison. Mais elle avait raison. Je n'y arrivais plus seule. Et ça pouvait devenir dangereux pour elle. Ses neveux m'ont aidé à l'installer dans une maison de retraite spécialisée. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Mais c'était la meilleure pour elle. Là-bas, il y avait des soignants, des infirmières, des gens formés. Je lui ai mis ses habits préférés, son parfum habituel, notre album de photos. J'ai tenté de lui expliquer où on allait, mais je ne sais pas si elle a compris. Ce jour-là, elle m'appelait « professeur » et croyait qu'on partait en sortie scolaire. L'établissement était lumineux, propre, avec un beau jardin. Le personnel avait l'air bienveillant. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré tout le long. Les premiers jours sans elle à la maison ont été terribles. Tout semblait immense, vide. Ses affaires éparpillées, ses lunettes de lecture, ses chaussons à côté du lit, sa crème pour les mains dans la salle de bain.
C'était comme autant de coups de couteau. J'ai voulu tout ranger, mais je n'y suis pas arrivée. C'était comme si, en gardant ces objets autour de moi, elle restait là, un peu. Je vais la voir 3 fois par semaine. Certains jours, elle me reconnaît, me sourit, serre ma main. D'autres jours, elle me regarde comme si j'étais une étrangère. Ça fait mal, mais je sais que ce n'est pas sa faute. Je lui apporte des albums photos. Je lui raconte nos histoires. Parfois, elle s'en souvient. Parfois non. Mais peu importe, je suis là. Comme je l'avais promis. La semaine dernière, dans un moment de clarté, elle m'a serré la main et a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonnée. » J'ai pleuré comme une enfant. Elle peut oublier qui je suis. Mais moi, je n'oublierai jamais qui elle est, ni ce qu'elle représente pour moi. Ce n'est pas facile de voir la personne qu'on aime perdre la mémoire, perdre son identité. Chaque fois qu'elle ne me reconnaît pas, c'est comme une petite mort. Mais je reste, je raconte encore et encore les mêmes histoires, je montre les mêmes photos, dans l'espoir d'allumer une étincelle dans ses yeux. « Tu te souviens de Lourdes ?» Je lui demande en montrant une photo. « Tu avais acheté ce chapeau ridicule. Il s'est envolé avec le vent. » Parfois, elle sourit vaguement. « Un chapeau ? Je ne me rappelle pas. » Et d'autres fois, le miracle arrive. « Bien sûr que je m'en souviens. Tu étais furieuse que j'ai gaspillé de l'argent là-dedans. » Ces petits moments me donnent la force de continuer. Ces instants où Claire redevient elle-même, où l'amour semble percer le brouillard de la maladie. Quand elle passe plusieurs jours sans me reconnaître, je m'accroche à nos souvenirs, nos voyages, nos après-midi sur la terrasse, nos soirées main dans la main devant un vieux feuilleton. Claire peut les oublier, mais moi je les garde pour nous deux. La maison de retraite coûte cher, mais chaque centime en vaut la peine. Les soins sont bons, les aides soignantes sont tendres. Quand j'arrive, Claire est propre, coiffée, bien habillée. Neila, l'infirmière, me raconte qu'elle discute de ses souvenirs d'enseignante. Ça la calme. J'ai vendu des objets pour payer les frais. La grande télé, quelques bijoux que Robert m'avait offerts, des meubles qu'on n'utilisait plus. Peu importe, ce ne sont que des choses. Ce qui compte, c'est que Claire soit bien. Aujourd'hui, à 73 ans, je sais que la vie est faite de hauts et de bas, d'amours qui naissent, d'autres qui s'éteignent, de pertes et de recommencements. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux, même si le bonheur arrive par des chemins inattendus. Quand je regarde en arrière, je vois une jeune fille de 17 ans, effrayée par le mariage. Une femme de 19 ans, brisée, sans espoir. Une femme de 40 ans, découvrant l'amour apaisé. Et une dame de 65 ans, apprenant que le cœur ne vieillit pas. Il change, il apprend à aimer autrement. Mon histoire ressemble à celle de tant de femmes de mon âge. J'ai grandi dans une époque où les filles devaient se marier tôt, obéir à leur mari, avoir des enfants. On ne posait pas de questions. C'était comme ça. Mais la vie m'a appris, parfois cruellement, que chacun a le droit de chercher son bonheur, à sa façon. Je n'ai jamais eu d'enfant. C'est l'un de mes grands chagrins. Après avoir perdu ce bébé, je n'ai jamais réussi à retomber enceinte. Robert disait que ce n'était pas grave, qu'on serait heureux quand même. Antoine n'en parlait jamais. Je crois qu'il savait que c'était une blessure trop profonde. Claire, elle, avait une fille, Marianne. Au début, elle n'acceptait pas notre relation. Mais avec le temps, elle a compris.
Elle est même devenue une amie. J'ai toujours eu ce vide de ne pas avoir eu d'enfant. Mais Dieu l'a rempli autrement. J'ai des neveux que j'aime comme mes propres fils, des filleuls, des voisins qui m'appellent Tati. Ce n'est pas pareil, je le sais, mais c'est de l'amour. Et cet amour-là aussi vaut la peine. La vie m'a appris que la famille, ce n'est pas toujours le sang. La famille, ce sont ceux qui restent quand tout le reste s'écroule. Ceux qui vous tendent la main, qui vous respectent, qui vous accueillent. Madame Thérèse a été plus mère pour moi que ma propre mère. Et mon groupe de seniors, aujourd'hui, c'est une famille. Claire a été le grand amour de ma vie, même si elle est arrivée si tard. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas si Claire me reconnaîtra la prochaine fois. Mais je sais que chaque instant a valu la peine. Chaque décision, chaque détour qui m'a menée jusqu'ici. Il y a eu tant de douleurs. Les coups de Julien, la mort de Robert, la maladie d'Antoine. Aujourd'hui, celle de Claire. Il y a eu des nuits à pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes. Des jours où je pensais ne pas tenir. Mais il y a eu aussi tant de joie. Les gâteaux du dimanche avec Robert, les après-midi dans le jardin avec Antoine, les voyages avec Claire, les amitiés, les petites victoires, les rêves réalisés. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être que je changerais une seule chose. Je serais partie plus tôt de chez Julien. J'aurais compris plus vite que personne n'a le droit de me faire du mal, que j'ai de la valeur, que je mérite le respect et l'amour. Si je devais dire quelque chose aux femmes plus jeunes, ce serait « N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur de dire non à ce qui vous fait du mal. Et surtout, n'ayez pas peur de dire oui à ce qui vous fait du bien, même si les autres ne comprennent pas. Et aux femmes de mon âge, je dirais, il est encore temps. Il est toujours temps d'aimer, d'apprendre, d'être heureuse. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La vie est un cadeau trop précieux pour être gâché par la peur ou la honte. Et l'amour, quel qu'il soit, vaut toujours la peine. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme aux rides profondes, aux cheveux blancs, marqués par le temps. Mais je vois aussi une battante, une femme qui est tombée tant de fois et qui s'est toujours relevée, qui a souffert, mais qui n'a pas laissé la douleur endurcir son cœur, qui a trouvé l'amour là où elle ne l'attendait plus. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Avec l'âge, on sait que chaque jour compte. Alors j'essaie de vivre un jour à la fois, sans trop penser à demain. À la maison de retraite, j'ai rencontré d'autres femmes comme moi, qui viennent voir leur mari, leurs sœurs, leurs parents. On a formé un petit groupe. On se retrouve pour un café. On parle de nos peines, de nos joies minuscules. Une famille de plus que la vie m'a donnée. Il y a là une dame, Madame Zulma, 80 ans. Elle vient voir son mari tous les jours, depuis 5 ans. Il ne la reconnaît plus depuis longtemps. Mais elle vient quand même. Elle lui donne à manger, lui brosse les cheveux, lui raconte sa journée. L'autre jour, elle m'a dit « L'amour ne s'arrête pas parce que l'autre change. On aime la personne pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle peut encore nous donner. » J'ai trouvé ça magnifique. C'est exactement ce que je ressens pour Claire. Je l'aime, pas seulement pour les moments heureux qu'on a eus, mais pour ce qu'elle est. Une femme merveilleuse que j'ai eu la chance de connaître. La maladie peut lui voler ses souvenirs, mais elle ne changera jamais ce qu'elle est au fond. Il y a des jours où je rentre de la maison de retraite
épuisée, vidée. Dans ces moments-là, je vais à l'église. Je m'assieds tout au fond et je parle à Dieu. Je ne lui demande pas de miracle. Je sais que la maladie de Claire n'a pas de retour. Je lui demande juste de me donner la force pour continuer, pour lui offrir le meilleur de moi-même, jusqu'au bout. Parfois, je me demande encore, est-ce que ce que je ressens pour Claire est normal? Est-ce que Dieu l'approuve? Et puis, je me rappelle les mots du jeune prêtre un dimanche. Dieu est amour, et tout amour sincère, qui ne fait de mal à personne, vient de lui. Et ce que je ressens pour Claire est le plus sincère, le plus pur amour que j'ai jamais ressenti. Comment cela pourrait-il être un péché? Voilà mon histoire. Une histoire ordinaire, d'une femme simple, qui voulait juste être heureuse, et qui, malgré tout, y est parvenue. Je ne sais pas ce qui viendra après, mais je suis en paix. J'ai vécu une vie entière, faite de hauts et de bas comme tout le monde. J'ai aimé et j'ai été aimée. Je suis tombée, je me suis relevée. J'ai fait des erreurs, j'ai réussi des choses. Et surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour ouvrir son cœur, pour être heureuse. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard, ni pour apprendre, ni pour changer, ni pour aimer. La vie peut encore vous surprendre, à tout âge. Il suffit d'y être ouverte. Ma vie continue, un jour à la fois. Je vais voir Claire. Je participe aux activités du groupe de seniors. Je m'occupe de la maison. Je lis les livres que Claire m'a appris à aimer. Et j'espère que chaque jour sera un peu meilleur que le précédent. J'espère voir Claire sourire quand elle me reconnaît. J'espère vivre dignement et avec amour jusqu'au bout. Parce qu'au fond, c'est ça qui compte. Vivre avec dignité, avec amour, en restant fidèle à qui l'on est. Le reste, le temps l'emporte. Et toi, qui lis mon histoire, dis-moi, d'où m'écoutes-tu?